Alors, donc, l'objet du cas, c'est de pouvoir détecter la souffrance silencieuse et y faire face. On va rentrer sur ce cas par un exemple spécifique que nous avons traité. En vous parlant de Cédric, qui est un consultant de 48 ans, qui est consciencieux, fiable, autodidacte, qui vit son métier comme un aboutissement. Il est salarié dans une société de conseil en entreprise. Il travaille, comme souvent dans ces métiers-là, en binôme avec Julia, et Julia est une junior et ambitieuse. Parallèlement à ça, il trouve que depuis le temps, ses conditions de travail sont de plus en plus difficiles et malgré les difficultés et la pression qui s'exerce sur lui, il reste performant. Mais avec le temps, perd peu à peu le goût et le sens de son métier. Seule sa femme constate un changement d'attitude vis-à-vis du travail, car en effet, quand il est chez lui, il va avoir tendance à se plaindre et effectivement montrer une certaine irritabilité par rapport aux contraintes de son travail. Néanmoins, au travail, il a une attitude totalement différente, il cherche à garder la face et ne montre pas, ne dit rien à propos de la pénibilité qui est de plus en plus forte. Tant et si bien qu'un jour, sa binôme vient se plaindre à sa hiérarchie du comportement désagréable de Cédric vis-à-vis d'elle. Donc il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se passe pas bien dans sa relation de travail. Et avec le temps, du jour au lendemain, il va s'adresser à la direction des ressources humaines et demander d'urgence une mobilité sur un autre métier qui ne s'est pas précisé. Donc tout d'un coup, l'urgence, c'est de sortir de son poste. Alors vous, en tant que DRH, même vous en tant que RH, comment à ce stade-là, voici les informations d'une certaine façon que vous avez, sachant que vous ne savez pas que lui-même face à l'urgence d'une demande, comment vous pensez réagir? Vous allez voir, effectivement, la DRH est surprise par l'urgence de cette demande. Elle n'a pas d'alternative immédiate, elle ne peut rien lui proposer et de toute façon, elle n'est par ailleurs, elle ne sait pas comment répondre. Effectivement, il y a quelque chose, on ne comprend pas tout d'un coup cette urgence et la motivation ou la difficulté soudaine qui est rencontrée, qui motive justement cette urgence à quitter le métier. Alors on va regarder un peu ce qui se passe et qui était en cause. Donc en fait, pour reprendre l'histoire, on a Julia et Cédric qui sont en binôme. À un moment donné, Julia qui va se plaindre de Cédric à leur hiérarchie. Cette plainte, c'est la première fois d'ailleurs que tout d'un coup il y a une remontée difficile à propos de Cédric, et la hiérarchie assez naturellement va demander à Cédric qu'est-ce qui se passe. Et en fait, Cédric ne va pas dire à sa hiérarchie qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et il va dire que non, rien, je vais voir avec elle. Et effectivement, il va s'expliquer avec Julia et il va faire un compromis ou des compromis pour fonctionner différemment avec Julia. Mais il va faire des compromis qu'il va avoir du mal à supporter, on verra ça plus loin, qui font que, ayant du mal à le supporter, il va vivre au quotidien son travail de manière coûteuse. En fait, ça ne lui convient pas, mais il a mis en place des règles. Donc, à un moment donné, ça devient tellement coûteux, ça devient tellement lancinant que l'urgence va se pointer, c'est un peu comme la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, et donc motiver une demande de mobilité à la direction des ressources humaines à Pascal. Donc du point de vue de la DRH, qu'est-ce qui se passe? On a Cédric qui est un bon élément, qui est fiable, qui est zélé, qui vient demander de changer de fonction. Il paraît particulièrement affecté, donc tout ça est visible, et pressé, donc l'urgence est visible aussi, à mettre en place une solution à un problème qui lui demeure. Donc évidemment, la DRH a envie d'en savoir un peu plus, elle va trouver son hiérarchique pour savoir un peu que se passe-t-il. Et la hiérarchie regarde aussi, mais elle n'obtient pas d'explication en fait qui rendrait cohérente la demande de Cédric. Donc elle finit par dire à Cédric que présentement il n'y a pas d'opportunité de mobilité, et elle demande à Cédric, comme vous l'avez pu le faire, de réfléchir et de prendre son temps,
et effectivement va suggérer un bilan de compétences. Cédric, par ailleurs, n'en peut plus et peine à rester en poste, va accepter cette demande, mais la DRH qui quand même s'inquiète va nous solliciter et va demander à Cédric de venir justement explorer sa demande et son besoin de mobilité avec nous. Donc Cédric, à la demande de sa DRH, va nous contacter. En fait, il y avait ce qui se passait vraiment, qui ne se disait pas. Il y avait un problème entre, ça a été la goutte d'eau, entre Cédric et sa binôme Julia. Julia donc montre de l'enthousiasme. Donc on a Julia qui montre de l'enthousiasme dans son travail, qui cherche à progresser le plus vite possible. On a Cédric qui face à cette ambitieuse, qui veut garder ses distances. Il la trouve ambitieuse, il la trouve souvent égoïste, maladroite. Comme le sont les jeunes, on parle d'ailleurs de génération Y, il aurait pu dire, tiens, c'est une génération Y. Et s'en tient à des rapports plutôt professionnels, un peu distants. Il va éponger les maladresses de Julia envers les autres collègues, envers aussi les clients, les jeunes et inexpérimentés. Et un jour, à l'occasion d'une panne de matériel, Cédric va demander de l'aide à Julia. Mais Julia, n'oublions pas qu'il est jeune, égoïste, a autre chose à faire et lui dit qu'elle ne veut pas l'aider. Il prend mal sa réaction, pourtant il s'en doutait. Donc l'ingrate, il va se méfier d'elle et finalement va tenter de la sanctionner sans le lui dire, mais en adoptant une attitude fermée. Pour lui. Et avec le temps, face à cette attitude fermée, Julia, donc visiblement ne comprend pas la raison de cette attitude fermée, va se plaindre à sa hiérarchie en disant que Cédric a vraiment une attitude très désagréable. Il me fait la gueule depuis longtemps, c'est insupportable. Et donc, la hiérarchie demande à Cédric ce qu'il se passe. Et à ce moment-là, il est furieux contre Julia. Il se sent trahi. Il dira même que c'était une trahison suprême qu'elle ait fait ça, pour employer ces termes. Et pour éviter toute remise en cause par cette direction, il fait du coup en sorte de satisfaire l'ambition de Julia et de s'effacer, c'est-à-dire qu'il lui donne encore plus la possibilité d'être, d'avoir la vedette face aux clients, de remonter toutes les informations. Il finit par s'effacer beaucoup. Et elle, évidemment, continue à avancer sans se remettre en question. Au contraire, elle est plutôt satisfaite. Et lui, avec le temps, ça devient très coûteux. Il va finir par remettre en cause l'évolution de son métier, la façon dont l'entreprise conçoit le métier et finit par construire de moins de sens par rapport à ses missions, finit par douter. Et la seule issue à un moment donné qu'il va pouvoir envisager, ça va être de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la relation entre les deux? C'est qu'elle avance et que lui, par rapport aux limites finalement qu'elle outrepasse, lui ne se positionne pas. Il préfère ne rien dire, lui laisser. Et moins il dit, plus elle, ça conforte son comportement. Et donc, on a quelque chose de, vous voyez, un cercle vicieux qui se forme entre les deux, puisque plus lui évite le conflit, ne pose pas de limite, plus elle, eh bien, ça sert son ambition, ça sert son égoïsme, etc. Et l'un comme l'autre vont se nourrir, sauf que lui le vit de plus en plus mal. Donc si on veut aller un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe dans la résolution de problèmes, il faut évoquer un concept très important dans notre approche, qui est le concept de tentative de solution. Donc les tentatives de solution, dans notre approche, ce sont finalement toutes les solutions que l'on met en place, donc par la personne, par exemple Cédric qui avait un problème, et ou par les autres personnes impliquées par le problème pour résoudre justement le problème. Mais si ces tentatives sont dysfonctionnelles, alors elles exacerbent, elles maintiennent involontairement le problème au lieu de le résoudre. On pourrait dire que les tentatives de solution, ce sont toutes nos ambivalences, c'est aussi nos ressources, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour résoudre des difficultés, de n'importe quel ordre, à un moment donné, quelquefois, cette ressource touche sa limite et au lieu de résoudre la difficulté, elle construit un problème
Et en construisant le problème, elle l'alimente. Et donc, on va finir par dire que le problème, c'est la solution que l'on met en œuvre. Puisque la solution que l'on met en œuvre, au lieu de résoudre le problème, le fait apparaître et d'une certaine façon l'alimente. Donc si on regarde ces tentatives de solution, qu'est-ce que fait Cédric? C'est Monsieur Silence. Vous voyez, vous vous êtes buté à son silence. Il y a sa demande et il y a son silence. Donc il ne dit rien de ce qu'il ressent, il ne dit rien de ce qu'il pense, il tait ses indignations face au comportement maladroit et ambitieux de sa collègue, il tait son insatisfaction face à des missions peu stimulantes qui sont confiées par la hiérarchie, il dissimule une insécurité personnelle. Qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il prend sur lui. Il fait des compromis et il finit par être comme Atlas qui supporte le monde. Donc il éponge les maladresses de sa collègue, il accepte les missions qu'on lui donne sans les... Et on pourrait dire que ce qu'il se dit à lui-même, c'est qu'on compte sur lui, que ce soit son employeur, que ce soit sa femme, il doit conserver son métier pour des raisons économiques par exemple, et il se dit qu'il faut qu'il tienne. Et évidemment, il pense que les autres sont ingrats, comme Atlas d'ailleurs, qui en avait marre de porter sur ses épaules à bout de bras la terre. Qu'est-ce qu'il fait d'autre part? Il rumine beaucoup en fait. C'est en ça que la souffrance aussi est silencieuse. Il est dans une rumination qui vise à se rassurer et à rationaliser ce qu'il vit. Donc il vit mal, mais il va essayer d'anesthésier ce qu'il vit mal en se parlant à lui-même, ne t'inquiète pas, tu vas tenir, en espérant finalement trouver une solution qui va être meilleure pour lui. Et il va aussi comprendre d'une certaine manière le point de vue de sa collègue et finalement lui trouver des excuses, puisqu'il ne peut pas se confronter à sa collègue. Donc le piège dans lequel se trouve Cédric, finalement, est alimenté par des attentes personnelles, une stratégie, une croyance en fait qui vont lui permettre de réaliser ses attentes et puis des résultats qui vont se transformer en désillusion. Donc en fait, il s'agit pour lui d'être fort à tout prix, pour cela de ne pas poser de limites et surtout d'éviter des réactions négatives de la part des autres, que ce soit sa collègue, que ce soit sa hiérarchie. Et le résultat qu'il obtient, c'est que quand ça marche pas, ça devient il se sent fragile, et quand il se sent fragile, qu'est-ce qu'il fait? En fait, sa fragilité devient un défi, donc il se dit je dois m'adapter, je dois prendre sur moi, avec l'espoir de pouvoir être fort à tout prix, ce qui évidemment renforce sa croyance et sa stratégie, et qui va renforcer les désillusions. Et donc là, il y a le cercle vicieux qui le concerne, qui se nourrit, s'alimente dans sa difficulté finalement à poser des limites et à ne pas pouvoir rentrer en conflit. Et donc, à un moment donné, c'est usant d'être dans ce cercle vicieux, et la voie de dégagement va être l'usure, le dégoût. Donc là, très fréquemment, on entend les gens dire ce métier que j'aimais, ce métier qui avait du sens, à un moment donné, je le remets en cause. Je remets en cause, vous disiez tout à l'heure, on peut remettre en cause l'institution, on peut remettre en cause l'entreprise, on finit par dire qu'on n'a plus les mêmes valeurs. Et on se sent dans le dégoût, et le dégoût est tel qu'à un moment donné, on se sent en situation d'épuisement, on se sent parfois avec des idées noires, et parfois il peut y avoir un risque de raptus. Donc le raptus, vous savez, c'était le cas de cette personne. Il dit un jour, j'étais dans ma cuisine en train de couper du pain, je vois mon couteau et l'envie de retourner ce couteau contre moi est apparue. Et ça lui a fait peur. Ça, c'est des signes de raptus. Donc quelqu'un qui au départ n'a pas du tout de pensée suicidaire, mais qui tout d'un coup n'en peut tellement plus que des pulsions peuvent arriver. Et donc, comme il est très orienté solution, effectivement, d'urgence, à un moment donné, il sent il va trouver la DRH, il va demander une mobilité. Et pour lui, la solution va être d'abandonner ce métier que pourtant il aimait beaucoup. À ce stade-là,
Donc, quand notre diagnostic, c'est qu'au moment où la DRH nous a envoyé Cédric, qu'il est venu nous solliciter, il était finalement, on a tout de suite vu dans sa manière de présenter son travail, de le questionner, qu'il était en situation imminente de burn-out, qu'il avait une difficulté relationnelle à poser des limites, à affronter des réactions négatives, donc à entrer en conflit, être mis en cause, et qu'il était urgent de faire quelque chose avec lui. Donc notre intervention pour prévenir le risque de burn-out qui était annoncé, ça a été de le frustrer, de le décevoir. C'est-à-dire qu'il a fallu revisiter la demande de bilan stratégique et de bilan de compétences en fait qui était cautionné par la direction et vis-à-vis de laquelle il avait une attente forte. Donc de le recadrer, c'est-à-dire que et de lui dire souvent ce qu'on dit à ces personnes-là que la meilleure façon de partir d'un endroit, c'est de pouvoir rester dans cet endroit. Donc de retrouver des forces, de traverser ces difficultés. La deuxième chose, c'est qu'on est reparti des faiblesses qu'il évoquait et des limites de Cédric. Et au travers de la façon dont il parlait de son métier, du dégoût qu'il avait, mais en même temps du fait qu'il ne posait pas de limites et qu'il avait envie d'être fort, ça a été de dire mais j'ai l'impression que finalement vous faites des exploits dans votre métier. C'est une succession d'exploits et que on ne capitalise pas sur les exploits, on capitalise sur les limites mais pas sur les exploits. Donc ça en fait c'était une manière de le rejoindre sur un plan émotionnel parce qu'il se vivait comme quelqu'un qui faisait des exploits mais exploit après exploit qui se fragilisait. Et donc, en même temps, comme il avait besoin de se sentir fort, ça a été aussi de lui dire que s'avouer à soi-même sa faiblesse, c'était faire une expérience d'être fort. Et qu'il fallait le mettre au défi de pouvoir détecter ses limites plutôt que de continuer, puisqu'il en était de toute façon incapable, à être sans arrêt au-delà de ses limites. Et enfin, évidemment, mais ça a été dans un troisième temps, de pouvoir gérer les tensions relationnelles, donc de prendre de tout petits risques relationnels pour qu'il voit que quelquefois en posant une limite, ça pose pas plus que ça de faire baisser son niveau d'exigence pour que voir les faits et de constater que il pouvait se mettre dans une autre façon d'envisager son travail et justement en regardant toujours les limites, c'est-à-dire voir les faits qui il n'est pas remis en cause, ça veut dire que donc il peut considérer son travail autrement. On a fait 5 séances avec lui. Donc lui finalement, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs mois après, il y a eu 5 séances sur une période de 2 mois. Et 6 mois après, on a évalué le travail avec lui. Donc lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement il voulait tout contrôler et qu'il s'est mis à déléguer. Il s'est mis et que en déléguant, il a vu que ça fonctionnait aussi bien. Il a dit qu'il n'était plus dans l'urgence d'une mobilité, mais que néanmoins il se posait des questions et que là il était prêt pour mener une réflexion pour voir si oui ou non il allait, ça pouvait être intéressant pour lui de changer de métier. Mais en étant raisonnable, c'est-à-dire plus dans l'urgence. Et enfin, ce qu'il a dit qui est important, c'est qu'il est reconnaissant à son entreprise de lui avoir donné des moyens de s'en sortir aussi vite. Parce que ce qui a été très intéressant dans cette situation, c'est de voir que pour lui, être dans la faiblesse, c'était quelque chose d'épouvantable. En plus, c'est des métiers qui sont difficiles. Donc, être faible dans un métier qui est jugé difficile, la norme de métier fait que il faut se montrer fort. Et en fait, quand j'ai travaillé, c'est moi qui ai travaillé avec lui, quand je l'ai vu la première fois, la première chose que je lui ai demandé de faire, c'était de mettre un espace pour toutes les choses qui le contrariaient. C'était quelque chose de très difficile pour lui, parce que pour lui, ce que je lui demandais de faire, c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Et il l'a fait. Et en le faisant, il a vu qu'il pouvait contrôler le fait qu'en regardant justement, pour toucher les limites, en regardant ce qui n'allait pas, et en précisant ce qui n'allait pas, il a dit, à l'issue de cet entretien-là, il a dit, pour moi c'était aberrant de me lamenter, ça nous faisait très peur, mais tout de suite il a dit, ça m'a hyper soulagé. Et donc il a vu qu'en étant soulagé, du coup ça changeait son rapport au travail, il se sentait moins dans la fragilité de ce travail-là. Mais du coup il a senti qu'il était vraiment très épuisé. Et comme il s'est senti très épuisé, il a pris un risque, c'est-à-dire qu'il est allé voir son médecin et il a eu un arrêt de travail d'1 semaine.
Et pour lui, se mettre en arrêt de travail, c'était quelque chose d'impensable. Évidemment, quand il a été en arrêt de travail, la DRH se donnait aussi du sens par rapport à la situation dans laquelle il était. Et donc, qu'est-ce que fait la DRH par rapport à lui? Ça a été de lui dire, ok, vous êtes vraiment pas bien. Si vous n'êtes pas bien là, de toute façon, on ne peut pas vous sortir là de votre poste, on n'a pas de solution. Donc, ce qu'on vous recommande, ça a tout l'air d'être une dépression. C'est une maladie, donc éventuellement, prenez le temps de vous remettre, ça prendra du temps. Alors lui, quand il entendait un truc pareil, ça ne lui convenait pas du tout. Ça venait confirmer qu'il était fragile et faible, et que par ailleurs, il ne le vivait pas bien parce que cette faiblesse n'était pas, de son point de vue à ce moment-là, prise en compte par l'entreprise. En disant, mais s'il me prenait en compte, puisque je suis faible, alors il satisferait ma demande de mobilité. Et ça n'a pas été la position de l'entreprise. Donc il était très mécontent contre l'entreprise. Mais en même temps, il est devenu encore plus demandeur de se sortir de sa situation. Parce qu'il ne voulait pas être une victime. Pour lui, c'était pas du tout ad hoc avec sa position. Et donc, il est devenu encore plus demandeur de pouvoir se sortir d'une autre manière, avec les contraintes qui faisaient jour pour lui dans le cadre de cette... Et finalement, ses collègues, quand ils ont vu qu'il n'était pas bien, aussi se sont mis à l'appeler beaucoup en lui disant, bah oui, c'est normal, vu le métier qu'on a, c'est un métier très difficile, tu as eu bien raison de t'arrêter. Et en même temps, il était soulagé d'entendre, on pourrait dire, l'empathie de ses collègues, mais en même temps, ça lui mettait désagréable parce que ça confirmait que tout d'un coup, il n'avait pas été fort pour tenir, que d'une certaine façon, voilà, ça crée d'autres ambivalences. On fait attention à moi, mais dans cette manière de faire attention à moi, je dois de plus en plus me débattre contre un statut de victime. Et d'où la nécessité, vous savez, on dit souvent dans les entretiens, on rappelle aux gens qui sont assez sacrificiels, parce que souvent c'est des profils comme ça, où il y a un plaisir à donner dans les relations d'aide, il y a un vrai plaisir à faire un don de soi. Et le plaisir, s'il est un peu trop important, de dépasser, et d'ailleurs c'est dans le métier de la relation d'aide que le burn-out a été étudié. Et donc on dit aux gens, souvent quand on repère cette caractéristique-là, on se sert d'une image, vous savez, dans les avions, dans les consignes de sécurité, quand un adulte est en compagnie d'un jeune enfant et que les masques à oxygène tombent, on demande à la personne, alors dans cette situation, vous feriez quoi? Et souvent, les gens très sacrificiels vont dire, bah, évidemment, je vais mettre le masque à oxygène contre l'enfant. Et donc, du coup, on lui dit oui, et alors, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Et tout d'un coup, c'est un énorme recadrage pour la personne. C'est, attendez, si vous voulez sauver cet enfant, d'abord, prenez la maîtrise de la situation. Donc, vous, assurez-vous du bon fonctionnement, pour ensuite, parce que c'est comme ça que vous serez dans une... Voilà. Donc, ce qu'on peut dire d'une manière plus générale sur ce genre de situation, c'est que l'urgence à solutionner une demande dont on ignore le problème est en soi un signal très important dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que quand la demande qui est envisagée comme une solution ne permet pas de clarifier le problème, enfin on n'a pas accès au problème, donc le problème, on pourrait dire, est énigmatique, ou la demande énigmatique, on pourrait le dire, puisque la solution est à relier à un problème directement. Quand on sait qualifier un problème, alors on a accès à la solution. Quand on a accès à une solution, alors la solution éclaire le problème. Mais la demande, dans ce cas-là, urgence, et peu éclairée du point de vue du problème, est un signal très important dont il faut tenir compte. Pour cela, il se trouve que dans l'entreprise en question, on a un abonnement. Donc en fait, ils savent, et il y a eu une vraie... on pourrait dire un vrai changement dans ce genre de situation, parce que c'était des situations assez classiques. Et les habitudes dans cette entreprise, c'était justement de tout de suite, face à une demande de mobilité, de répondre. Et alors là, c'était catastrophique, parce que du coup, on demandait à d'autres directions. Alors quelquefois, il faut pouvoir extraire quelqu'un. Mais ce qui se passait, c'est que la personne se retrouvait en mobilité. On lui donnait un cadre de réflexion. Et en fait, dès que la personne allait mieux,
elle finissait par avoir une rancœur, une agressivité par rapport à l'entreprise qui ne lui permettait pas de satisfaire un mieux-être professionnel. Et attention, parce que les gens au départ qui sont en crise sont demandeurs de ça, donc ils sont soulagés dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, c'est catastrophique. Et là où l'entreprise est réputée pour avoir un management social, avec ce genre de solution, elle finissait par être jugée perverse, manipulatrice. On est en relation avec les médecins du travail. Pour nous, c'est important de pouvoir être en collaboration. Et effectivement, il y a des médecins du travail qui disaient mais qu'est-ce qui se passe? Et, enfin, ça avait vraiment des conséquences très importantes pour l'entreprise. Donc maintenant, quand il y a du flou sur le problème, il procède à un diagnostic opératoire. Le diagnostic opératoire qu'on va vous décrire a pour effet premier de répondre à l'urgence. C'est une manière de dire on prend en compte et on veut faire quelque chose, on n'y comprend pas, on ne sait pas comment s'y prendre, donc pour l'entreprise de faire un peu aveu de faiblesse d'une certaine manière en disant ok, mais on répond à l'urgence. Et ensuite, le diagnostic opératoire est un dispositif qui donne du temps pour pouvoir situer le problème. Et c'est en se donnant du temps qui finalement peut être très court. Et ce qui a été très représentatif dans notre cas, c'est que ce gars-là, il dit « je suis reconnaissant », alors qu'il n'était pas du tout reconnaissant au départ, il n'était pas du tout content. Parce que, qu'est-ce qu'il a obtenu? C'est que dans un premier temps, il a changé de comportement et ça a tout de suite été visible. Il a pu reprendre son travail, il a pu se mettre à poser des limites. Alors il était toujours au niveau de ses cognitions, dans la volonté de changer, donc il y avait une frustration, mais il agissait différemment. En agissant différemment, il vivait les choses différemment, il avait moins le trouillomètre qui faisait qu'il avait tendance à éviter de porter des limites. Et en fait, rapidement, les autres sont venus le retrouver, sont venus saluer le fait que c'est dingue que tu t'en sois sorti aussi, qu'est-ce que t'es fort. Donc en fait, ça rebouclait sur le fait, sur quelque chose d'important pour lui et d'important pour tout le monde, c'est le fait que finalement, c'est un peu, voilà, on peut avoir une grippe, se remettre vite d'une grippe, et on n'est pas remis en cause pour autant dans sa capacité à faire face à une activité difficile, contraignante, qui est partagée par tout le monde. Donc ça veut dire que lui devient quelqu'un qui, du point de vue de la norme, montre qu'en fait, à un moment donné, on peut être en situation de faiblesse et que on peut récupérer et on n'est plus quelqu'un d'inquiétant, quelqu'un de menaçant. Parce que toute la difficulté sur les RTS maintenant, c'est qu'avec l'obligation de résultats sur la santé mentale, dès lors qu'il y a cette étiquette, qu'elle soit correctement prise ou pas correctement prise, bien souvent ce qu'on observe, c'est que les personnes qui ont été dépressives, burn-outées, on peut voir en ce moment sur Arte, par exemple, il y a un documentaire fait en Allemagne sur des situations d'épuisement, on voit bien les conséquences et les approches traditionnelles qui montrent que on ne peut pas se remettre d'un burn-out. Et donc, ça, c'est souvent très contre-productif, surtout dans les situations de souffrance silencieuse, parce que si on se sent comme on commence à se sentir fragilisé, on a peur de tout d'un coup être quelqu'un qui va être stigmatisé, fragile, parce que c'est souvent le cas, soit on ignore, soit on va trouver trop rapidement des solutions radicales, et donc quand les personnes ne sont plus en crise, elles se retrouvent dans des postes qui ne leur conviennent pas du tout, et elles vont être un problème. Donc ça va être quand on se remet, quand on est trop à l'étroit dans son poste, ça va générer d'autres problèmes et ça va encore plus confirmer le fait qu'on ne peut pas se remettre et qu'on devient un bras cassé. Avec tous les effets que ça fait pour ceux qui vont bien ou ceux qui arrivent à tenir. C'est très fragilisant en fait. Donc les RPS à un moment donné, ou la façon si on les gère trop hâtivement, peuvent provoquer, enfin c'est vraiment l'image de... avec des bonnes intentions, parfois on peut produire des pires effets. Donc, alors que la réglementation est là pour soutenir et aider, et pour prévenir, voilà, elle devient limitatrice, et donc il s'agit de se méfier de ça. Donc face à une situation de souffrance silencieuse, nous ce qu'on recommande, c'est un diagnostic opératoire qui permet, en fonction du diagnostic tel qu'il est fait, de cibler une action. En l'occurrence, l'action s'est traduite par un coaching en fait de 5 séances ou de 10 séances. Donc souvent dans notre façon d'agir avec le problem solving, très rapidement on peut remettre la personne à l'étrier
et on doit accompagner la consolidation. C'est des gens qui ont perdu le sens, qui sont dégoûtés, et donc on accompagne. Pour donner une image, on sait réduire la fracture, on sait tout d'un coup regarder, en l'occurrence pour lui c'était un problème relationnel, et une ressource, c'était un autodidacte, et sa ressource c'est justement qu'il disait oui, il aimait son travail, il disait oui, et ça a été vraiment sa ressource, et à un moment donné, sa ressource est devenue sa limite, parce qu'il s'agissait de poser des limites, il s'agissait de pouvoir déléguer plus, de contrôler différemment, et il s'est retrouvé en difficulté avec un métier lui-même qui avait évolué avec des contraintes. Enfin, à l'heure actuelle, dans la plupart des métiers, on sait qu'il y a l'incertitude de l'avenir et des pressions qui sont plus fortes, une rationalisation en général qui est plus forte également. Donc si on regarde en quoi consiste un diagnostic opératoire systémique, consiste en plusieurs étapes. La première qui va être d'identifier les acteurs impliqués par la situation. Donc qui est impliqué dans le problème et qui intervient pour résoudre le problème sans y parvenir. Donc là, dans notre situation, c'est très spécifique parce que, par rapport à d'autres, c'est que là, il y avait deux personnes finalement. C'était la directrice des ressources humaines qui essayait de trouver, qui a donné une réponse, en fait. Lui qui faisait une demande. Mais finalement, sa hiérarchie et son binôme, eux, n'avaient pas de soucis puisque justement son problème c'est de ne pas poser de limites. Donc en fait, ça ne posait pas de problème à la hiérarchie, au contraire, et à sa binôme. D'ailleurs, sa binôme a dit qu'il était formidable, et lui me disait, vous vous rendez compte, parce qu'il y a toujours cette idée aussi, quand on a du mal à poser des limites, qu'en donnant beaucoup, les autres vont reconnaître. Et évidemment, les autres, non, on fabrique des ingrats plus que des gens reconnaissent. Une fois qu'on a identifié les personnes qui sont impliquées, on rencontre les acteurs qui sont impliqués et qui tentent de résoudre le problème pour recueillir leur point de vue sur la situation. Et pour identifier ces fameuses tentatives de solution et bloquer ce qui peut contribuer à rendre persistant le problème. Par exemple, la DRH, on a dit attention, c'est maintenez bien votre position d'être sans solution en tenant une position bienveillante, c'est-à-dire en disant qu'on aimerait bien vous faire plaisir d'une certaine façon et répondre favorablement, mais on ne sait pas comment vous aider parce qu'on ne comprend pas votre demande. Donc, d'être bien ferme sur cette position. Et évidemment, lui, ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Troisièmement, d'identifier du coup là où les personnes qui sont le plus mobilisables dans le processus de résolution de problèmes. Parce que quelquefois, les personnes qui sont porteuses de symptômes ne sont pas des personnes mobilisables. Le diagnostic, donc notre diagnostic, il est systémique, puisqu'on prend en compte la globalité de la situation, pour concevoir des actions ciblées, qui vise à simplifier évidemment la complexité de la situation mais sans la dénaturer. Tous les interlocuteurs impliqués et concernés par la situation. Donc c'est ce système-là pertinent qui nous intéresse pour bloquer tout ce qui peut contribuer à alimenter le problème. Il est stratégique. Alors pourquoi est-ce qu'il est stratégique? C'est parce qu'on va prendre en compte les ressources et les limites de chacun pour proposer des modalités opératoires qui soient alternatives, accessibles et efficaces. Par exemple, avec Cédric, les ressources, des leviers, c'était le fait qu'il voulait être fort, donc sur lequel finalement je me suis appuyée pour lui demander déjà de réfléchir et de faire des choses qu'il n'avait pas du tout l'habitude de faire et qu'il a pu voir que, par exemple, entre guillemets, je me souviens de ces mots, en se lamentant sur sa situation, parce qu'en fait, il se lamentait, effectivement. Sa femme l'entendait. Et évidemment, à un moment donné, sa collègue l'entendait, parce qu'il faisait des efforts par rapport à elle, et ça sortait de lui. Donc, en fait, il ne le contrôlait pas. C'est aussi ça qui a fait. Donc, il était le râleur. D'ailleurs, il a dit qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout le ronchonneur. Ça, c'est des symptômes aussi qui ont vraiment disparu. Et le fait qu'à un moment donné, il sorte du déni de la situation dans laquelle il était, sa femme lui a révélé qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'elle ne savait pas comment l'aider. Souvent, les personnes qui sont dans le déni, qui ne veulent pas, plus que ça, voir les difficultés qu'ils ont, réagissent très mal aux proches. Enfin, souvent, on voit les difficultés
au niveau personnel qui apparaissent. Donc notre diagnostic, il est opératoire. Alors opératoire, c'est-à-dire qu'on va donner une assistance qui va permettre de donner à chacun une nouvelle perception de la situation. S'avouer sa faiblesse, c'est être fort. C'est une autre façon de l'aider à concevoir autrement sa conception de la force, avec des modalités nouvelles et personnalisées d'action à mettre en œuvre. Donc ça se décline toujours sur 3 axes. La stratégie, que font les personnes, et souvent parfois la stratégie peut être bonne. Je sais quoi faire pour résoudre mon problème. Du coup, on s'intéresse au deuxième niveau qui serait OK, donc vous savez quoi faire. Est-ce que vous savez comment le dire? Est-ce que vous savez comment communiquer cette stratégie-là aux autres? Quelquefois, on peut être en difficulté dans sa manière de communiquer aux autres. Quelquefois, non. Donc, on sait quoi faire, on sait quoi dire. Mais alors, du coup, on regarde le troisième niveau et qui est souvent amène des solutions qui ne peuvent être que d'ordre paradoxal parce que on va dire que c'est le niveau émotionnel, puisque c'est dans l'attitude relationnelle, dans le sens où je peux savoir quoi faire, je peux savoir comment le dire, mais je vais avoir du mal à adopter l'attitude et donc je vais parfois ne pas oser, donc j'ai une problématique liée à l'anxiété, où je ne suis pas persévérant. C'est-à-dire que je commence à faire quelque chose d'autre. Et donc, on va donner des moyens. Alors, par exemple, avec quelqu'un de méfiant, d'autoritaire, qui veut beaucoup contrôler, on va dire à la personne, vous devez apprendre dans votre communication à utiliser une ressource relationnelle qui serait le pare-choc. C'est-à-dire que on sait que de manière prévisible, la personne va mal réagir à quelque chose. On va dire à la personne, puisque c'est prévisible et puisque sa réaction est difficile à encaisser, bien vous allez révéler à cette personne avant même qu'elle n'y réagisse sa réaction. On appelle c'est le principe du pare-choc. Et bien souvent, donc au lieu de vouloir lutter contre la prévisibilité, on va intégrer la prévisibilité et souvent ça paraît simpliste presque, mais souvent c'est extrêmement efficace. Donc on pourrait dire après sur les choses plus qui concernent l'entreprise qu'une absence de réponse adéquate va être coûteuse, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, quelquefois puisqu'il peut y avoir du dérèglement organisationnel, ça peut toucher la performance. Ça peut participer évidemment à dégrader l'état de santé et la performance individuelle, mais aussi collective. Et puis ça peut avoir un impact sur les équipes, parce qu'elles se sentent elles-mêmes dans un climat insécure et impuissantes. Donc ça renforce encore plus le fait, par exemple, d'être fort dans ce cas-là. Donc c'est une sortie de crise à moindre coût, puisqu'on obtient jusqu'à 90% de réussite. J'espère pas trop simpliste, parce qu'en même temps, le modèle de base sur les principes de régulation est assez simple finalement dans cette approche. Comme souvent, toute chose simple, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre, parce qu'il faut adapter une attitude relationnelle, il faut adapter une stratégie de communication, il faut pouvoir identifier des ressources, pouvoir identifier les limites. Mais du coup, quand on arrive à mieux préciser le problème, alors ça ouvre sur la solution. Donc c'est en ce sens-là que nos diagnostics d'ailleurs sont opératoires et sont déjà des interventions qui produisent des effets. C'est des solutions qui sont économiques, un budget moyen pour une intervention individuelle est de 3 à 10 000 euros au niveau collectif, entre 500 et 2 000 euros par participant. Donc c'est une solution économique compte tenu des enjeux évidemment. Là en l'occurrence par exemple pour Cédric, on a fait 10 séances. Et en général on est sur de l'intervention individuelle mais y compris collective. Collective c'est différent quand on est sur des problématiques collectives, c'est pas dispatché de la même façon, c'est moins que 10 sessions. On est à moins de 5 sessions avec un groupe, mais ça ne peut pas être au-delà. Parce qu'un principe dans notre approche, c'est d'essayer de débusquer les problèmes pour les qualifier, de débusquer des objectifs, parce que objectifs et problèmes vont être associés, et que si on n'arrive pas à clarifier ça, nous on va faire avec faiblesse. Donc on ne va pas s'entêter notre aide se veut pragmatique pour et les entreprises et les personnes.